Bonsoir, j'espère que vous avez bien profité de ce week-end de Pentecôte. Comme chaque soir, vous êtes les bienvenus sur Europe 1. Alors je vous invite à prendre la parole au 39 21 pour nous parler de tout ce qui fait votre quotidien, pour partager votre vécu avec d'autres auditeurs. Vous y serez accueillis par Quentin ce soir, Quentin et Julie. Et si un témoignage vous donne envie de réagir, eh bien vous pouvez à tout moment appeler le 39 21 pour discuter avec nous en direct à l'antenne. Vous pouvez également nous envoyer un petit courriel sur le site europe1.fr ou vos textos sur au 7 39 21. Il faut que je me reconcentre. J'allais dire le week-end est passé par là, mais même pas puisque on est lundi de Pentecôte et on est là. Donc 7 39 21 en commençant avec le mot nuit. C'est Vivian Lecuivre qui réalise cette émission. 39 21. Je vous attends. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Et on accueille tout de suite Anna. Bonsoir Anna. Oui, bonsoir Caroline, vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. Déjà, je vous remercie beaucoup d'avoir pris mon appel. Je me permets de vous appeler pour peut-être discuter avec vous de un petit dilemme que j'ai. Oui. Qui n'est pas tout à fait un dilemme. Le décor, c'est que je vous avais appelé il y a 2 fois l'année dernière pour vous parler d'une histoire très dure pour moi que je vivais avec un homme marié dont j'étais très 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 amoureuse. Oui. Lui, donc me disant qu'il allait quitter sa femme. Donc là, on est 2 ans après et donc on est toujours au même endroit. Enfin, moi, je suis toujours au même endroit. C'est-à-dire que, voilà, on se voit quand il est disponible. Et souvent je dirais, disons qu'il y a des cafés le matin, des apéros le soir, ça peut être 2-3 fois par semaine, et puis on doit se retrouver pour une soirée, je dirais 1 fois tous les 10 jours, si on fait une moyenne. Oui. On a eu, je sais pas, 1, 2, 3 week-ends. Voilà. Je pensais que ça me convenait parce que je me disais que... Je pense que je me suis convaincue que ça me convenait parce que ça a été très dur, douloureux, enfin tout. Et puis jusqu'au mois de janvier où j'ai un peu chuté, quoi. Et je suis ressortie de ça... disons que le lien que j'avais avec lui existait toujours, mais je suis ressortie de ça différente, c'est-à-dire où j'avais conscience du cadre de la relation. C'est-à-dire que c'était effectivement un homme marié et que je vivais ça, cette expérience-là vraiment avec tous les cas de figure classiques que ça peut comporter, quoi. Je veux dire, tous les écueils, quoi, tous les trucs... du coup difficile pour moi en tout cas. Et je pensais que ça me convenait parce que moi je veux pas d'enfant, parce que lui en a, que peut-être je me disais quelqu'un à plein temps, peut-être que ça me convient pas parce que par ailleurs j'ai eu des histoires qui ont toujours été douloureuses, voilà, où j'ai toujours fini par partir. Et donc arrive un nouveau garçon récemment qui a mon âge, et avec qui je passe, donc qui est disponible. Le truc tout à fait inattendu, parce que moi j'avais quand même fait une croix sur une vie peut-être à 2, parce que moi c'est quand même mon idée. Je veux dire, avant d'être avec cet homme marié, quand je rencontrais des garçons, c'était pour peut-être essayer de vivre quelque chose ensemble, quoi. Enfin, une histoire, quoi. Donc qui pouvait peut-être s'inscrire dans un projet à 2. Et c'est vrai que j'avais un peu mis ça de côté. Et comment il est arrivé dans votre vie, cet homme-là, vous dites de façon inattendue? En fait, je l'ai rencontré il y a 1 an et demi sur un lieu de travail, où j'interviens de temps en temps, et je l'ai vu tout de suite à cette époque. Vraiment tout de suite, quoi. Il m'a plu, quoi, dans ce que je pouvais sentir de lui à travers des échanges autour du boulot. Et il se trouve que dernièrement,
Il m'a accompagnée donc dans le cadre du travail, dans une prise en charge. Je travaille avec des personnes handicapées psychiques lourdes, quoi, dans des femmes, des foyers d'accueil, des trucs comme ça. Je veux pas trop en dire. Non, mais voilà. n'en dites pas trop sur votre activité professionnelle. Voilà, non, c'était vous l'avez rencontré dans le cadre de votre travail, mais vous ne parlez pas de votre travail. Hein, on n'a pas besoin de savoir. Oui. D'accord. Et disons qu'il y a, donc je l'ai rencontré comme ça, et dernièrement, il y a, je sais pas, 1 mois et demi, il y a eu disons une rencontre dans le sens où dans le cadre du boulot, on a pu échanger, puis il m'a dit un truc sur lui qui m'a beaucoup touchée, un truc qui lui appartenait. Donc on était un peu hors cadre, mais en même temps, du coup, c'était dans notre petit lien, quoi. Et puis on s'est mis à discuter, et puis de là, la fois d'après, j'ai dit mais on aurait pu continuer à discuter, on s'est échangé les numéros, ça a pris une forme comme ça. Du coup, on a pris le temps de se rencontrer par ailleurs, enfin de se donner un rendez-vous. Et voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré ce garçon. Voilà, que j'apprécie beaucoup. Et vous vous êtes rapprochés, c'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui dans une intimité amoureuse ou pour le moment? Ouais, ça en prend quand même bien la forme. Je prends le temps et tout, l'expérience. Oui. Voilà quoi, les choses que j'ai. Ça vous surprend vous-même, Anna? Ah oui, complètement, oui, parce que en même temps, je sais que je suis vivante, quoi, et je sais que ça me surprend parce que je pensais que tout ça était, c'est pas derrière moi, mais je m'étais quand même barricadée, quoi, dans des idées, dans cette histoire avec cet homme marié, et puis là, je me rends compte qu'en fait, tout ce qui relève de désir revient avec force, mais avec aussi plus de maturité, c'est-à-dire que j'ai pas l'impression d'être bousculée ou d'être. C'est pas une collision. Cette rencontre, c'est pas une collision, c'est quelque chose. Et voilà. Ça se fait un peu en douceur, cette rencontre. Ouais. Hein, vous apprenez à vous connaître et en même temps, elle bouscule vos certitudes, finalement. Oui, disons que oui, là j'avais été un peu perturbée il y a une quinzaine de jours parce que du coup, effectivement, j'avais pas du tout vu venir ça, même si ce garçon me plaisait. Parce qu'à chaque fois que je le voyais, je sentais bien ce qui se passait et tout. Oui, et immédiatement. Oui, dès que je l'ai vu. Enfin, c'est pas un coup de foudre, c'est vraiment pas un coup de foudre, mais c'est juste, des fois, on a des feelings, on ressent des choses, et c'est quelqu'un qui m'avait... ça m'était agréable de discuter avec lui, de parler avec lui, voilà. Et puis, je le trouvais séduisant, enfin, voilà, quoi, je le trouvais aussi charmant. Oui, mais vous avez créé une intimité, et cette intimité vous plaît. Oui. Non. C'est inattendu et en même temps, j'accueille, quoi. Vraiment, vous dites, je suis vivante, hein. C'est quand même très, très fort. Vous étiez barricadée. Oui, parce que disons pour que vous le mois de protéger. janvier, oui, je vous avais appelé parce que il y a 1 an, en avril, j'avais fait, on en avait parlé parce que je vous avais appelé à ce moment-là une TS, quoi. Enfin bon, j'avais fini aux urgences. J'avais fait un petit truc chez moi parce que la situation avec cet homme marié qui est pas fiable dans les mots moi j'avais mal réagi, quoi. Et on en avait parlé parce que j'étais pas bien à cette époque. Et disons que ça a duré jusqu'au mois de janvier, ce pas bien là. Et en janvier, j'ai vraiment eu le sentiment de lâcher, c'est-à-dire j'étais très très mal et de pas savoir si j'allais en sortir vivante ou morte psychiquement, je veux dire, pas dans le passage à l'acte, mais vraiment dans quelque chose de soi qui se délite totalement. Et je me disais, mais alors, je vais encore me passer 10 à 15 ans de ma vie là, comme ça. Oui, mais enfin, c'est même le fait qu'il y ait eu un passage à l'acte, ça témoigne quand même d'une grande souffrance. Oui, mais ça m'avait porté vraiment... Cette relation vous faisait souffrir. Alors, cette relation que vous poursuivez. Oui,
Oui, parce que j'avais voulu aussi beaucoup rompre. Et puis, j'étais très, très, très amoureuse Oui, de ce garçon. vous ne parveniez pas à rompre. Non, disons qu'il revenait et que Mm. j'y retournais. Et, et maintenant, la relation que j'ai avec cet homme marié est différente parce que c'est moi aussi qui me suis modifiée. C'est moi qui suis moins dans l'attente, puisque j'étais beaucoup du coup dans l'attente de fait. Donc finalement, il n'y a plus de heurts, il n'y a plus de prise de tête. Je chipote plus sur les mots, sur ce qu'il dit qu'il ne fait pas. Et du coup, ça a laissé aussi cette ouverture sur une rencontre, en fait. Certainement. C'est pas un hasard si cet homme a pu entrer dans votre vie. Vous avez fait de la place. Oui. Oui. Et du coup, j'en suis très heureuse. C'est vraiment pas une situation. Enfin, c'est pas douloureux. C'est pas. Je suis vraiment très très bien. Mais ce que je voudrais pas, c'est mettre à mal cet homme marié, parce que par ailleurs, c'est moi quoi qui me suis mise dans cette histoire et tout. Enfin, même si je pense ce que je pense de lui, parce que je trouve qu'il n'a pas été cool du tout. Bon, voilà. Maintenant, je sais ce que c'est quoi. Mais j'ai l'impression, du coup, j'essaye un peu de prendre le large. Oui. Et j'ai l'impression que inconsciemment, ou peut-être consciemment, je sais pas, lui sent mon mouvement de large et qui garde une espèce de petite mainmise quand même, puisque jusqu'à présent j'ai toujours été très disponible pour lui, et je voudrais bien lui faire comprendre, non pas que j'ai rencontré quelqu'un, comme je disais à Quentin, parce que d'abord ça le regarde pas et que j'ai pas envie de le blesser, parce que ça m'appartient quoi. Alors c'est différent. Que ça ne le regarde pas, c'est une chose. Après tout, oui. Vous avez raison, c'est votre vie. Oui. Que vous n'ayez pas envie de le blesser, bon, il ne s'agit pas d'être blessante volontairement. Mais... Oui. Disons que narcissiquement... Mais vous pouvez aussi mettre un terme à la relation sans forcément lui donner d'explication, parce que ou en lui disant que cette relation ne vous convient plus. Oui. Parce qu'elle n'évolue pas. Oui. Et si toutefois il quitte sa femme... Vous y croyez vraiment ? Non. Objectivement, comme ça, non. J'y pense pas. Je pense pas. Mais en même temps, je sais pas. Parce que là, pour le coup, moi, je suis ferme avec moi-même. Si vous redoutez ça, vous le redoutez ou vous l'espérez ? Ah non, je le redoute. Vous le redoutez. Oui, je suis bien. Si vous le redoutez, à ce moment-là, autant être clair et ne pas laisser d'espoir et dire que vous avez quelqu'un. D'accord. Comme ça coupe. Oui. Ça coupe. Oui. D'accord. Parce que j'ai essayé un petit peu de lui dire... Mais vous pouvez aussi, sans dire que vous avez quelqu'un, dire qu'il est trop tard. Oui. Que finalement, cette relation, même si maintenant... vous attendez, parce qu'il peut-être, sur le coup de l'émotion, vous dire... bon, si tenté, hein, on voit bien que vous envisagez toutes les hypothèses, qu'ils vous disent, bon, je vais quitter ma femme... Ou aménager quelque chose. Il pourrait aménager. Bon, enfin, un aménagement, je vois pas comment il pourrait aménager, mais la quitter. Supposons la position la plus tranchée. Lui dire qu'il est trop tard parce que vous êtes lassé de cette relation et que vous lui en voulez maintenant. Que vous ne pouvez pas construire sur aujourd'hui quelque chose avec lui. Oui. Vous lui avez, il y a trop de ressentiment finalement. Ça peut arriver, hein, ça avec le temps. Oui, mais en plus, je crois que c'est vraiment ça. Là, il se trouve que je rencontre quelqu'un aujourd'hui, mais je crois que j'en étais là aussi. Au-delà de la rencontre, qui donne quand même méchamment l'impulsion. Mais je crois que j'en étais là aussi. J'avais fait le tour de la relation et j'avais compris que c'était en l'état, que ça allait être comme ça. Et je crois que je me suis lassée.
effectivement, je me suis détachée. Au-delà, je dis bien par ailleurs, cette rencontre qui a lieu. Mais vous pouvez lui dire comme ça, c'est pas être blessante, c'est la réalité. Oui. Vous pouvez dire. Alors, si vous pouvez dire que vous souhaitez mettre un terme à la relation et que si vous demande pourquoi, vous lui dites que cette relation a été douloureuse les derniers temps, que ça n'a pas été le cas au début, parce que vous avez vécu des choses belles, mais que par rapport à ce qu'il vous disait, qu'il allait quitter sa femme, que finalement ça n'a pas été le cas, que vous avez souffert de cette relation et qu'aujourd'hui, vous êtes détaché de lui. Ouais. Et c'est vous avant tout dans cette histoire, Anna. Oui. Oui. Et cette nouvelle rencontre, elle arrive au bon moment, mais parce que vous étiez prête. Oui, c'est tout un mouvement. Un mouvement intérieur. Oui. Donc bon. Bien conscience, ouais. Après, cet homme, lui, menait sa vie de son côté, donc il n'y a pas non plus. Il s'agit pas. Il faut que vous pensiez à vous dans cette histoire. Ouais. C'est la priorité là. Un petit message d'encouragement de Lali qui dit allez, cette nouvelle rencontre vous ouvre la porte d'une nouvelle vie. Ouais. Il n'est pas temps de regarder en arrière, hein. Bonne chance. Oui, merci. Mais oui, vraiment. Oui. Mais disons vraiment, moi maintenant, je sais, autant il y a eu beaucoup de ruptures avec cet homme marié, parce que c'était très dur. Enfin voilà, mais aujourd'hui, je suis claire, je suis très très claire avec moi-même. J'ai eu le temps de vivre, de ressentir et de réfléchir. Mais alors vous le serez avec lui. Oui, d'accord. Si vous êtes clair comme ça, vous le serez avec lui, ne vous inquiétez pas. Bon. Oui. Alors, bonne chance, plein de belles choses pour l'avenir, Anna. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Un petit message de First Lisa pour Anna qui dit c'est la vie et je vous souhaite beaucoup de bonheur avec ce nouvel amour, Anna. Bonsoir l'Ivoirien. Bonsoir Caroline. Quel plaisir de vous entendre, mais où étiez-vous donc passé depuis toutes ces années? Depuis toutes ces années quand même. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Et oui, ça fait pas mal d'années, oui. Plus de 10 ans. Oh, plus de 10 ans, non, parce que... Peut-être pas, non. Oui. Non, parce que l'émission, elle a un petit peu plus de 10 ans, mais à peine, donc on s'est quand même parlé. Vous étiez parmi les tout débuts, les premiers auditeurs, c'est vrai, mais on s'est parlé quand même après, un petit peu, je crois. Oui, mais peu. Peu, c'est vrai. Mais à un moment, vous avez souvent, donc c'est un plaisir de vous entendre à nouveau. Moi aussi, et j'imagine pour les auditeurs qui écoutent depuis les débuts, l'ivoirien, ça leur parle. Écoutez, merci beaucoup. Et moi aussi, c'est toujours un plaisir que les auditeurs d'Europe 1 écoutent un petit peu votre émission, parce que moi je trouve qu'elle est vraiment super sympa pour ces auditeurs qui sont en peine, qui sont aussi en joie, quoi. C'est tout un mélange qui est quand même vraiment super sympathique, quoi. Super sympathique. Et moi, je sais que depuis le début, ou presque, que je vous écoute, Caroline, il y a beaucoup de choses qui ont, entre guillemets, pas changé dans ma vie, mais évolué. Oui. Parce que pour dire aussi aux auditeurs d'Europe 1, moi, je suis donc aveugle. Oui. Je suis dans le milieu de la culture déjà depuis pas mal d'années. Alors, l'ivoirien, c'est votre nom de scène, hein, c'est en 2 mots, voilà. Voilà, c'est un pied de nez à ma cécité, parce que je pense que pour faire passer quelque chose d'assez dur, quand même d'assez compliqué des fois, tel que l'handicap, l'humour et puis je trouve que c'est un bon moyen d'essayer d'arriver à quelque chose. Et je sais que depuis une dizaine d'années, j'ai eu la joie et j'ai le bonheur de pouvoir justement permettre à mes collègues qui sont en situation de handicap maintenant
pour tout vous dire, je suis sur Clermont-Ferrand, vous voyez un petit peu, j'ai pas mal bougé. Oui. À mes collègues qui sont en situation de handicap et aussi aux personnes valides de pouvoir côtoyer grosso modo 2-3 fois par semaine à travers des ateliers théâtre que j'ai mis en place. Et, pour moi, au début, j'ai dit, oh là là, quelle galère, où est-ce que je suis en train de me mettre? Une fois que j'ai passé, je dirais, la communication, j'ai dit, mais quand même, c'est un peu culotté de mettre des personnes en situation de handicap avec des personnes valides dans un atelier théâtre. Et alors, c'était banco, en vérité. C'était banco parce que maintenant, eh bien, tout ce petit monde se côtoie à travers des animations d'ateliers théâtre, à travers des cours de théâtre, à travers des spectacles que nous diffusons principalement sur la région Auvergne, et puis à travers des moments de convivialité, parce que il n'y a pas uniquement ce moment culturel, il y a aussi des moments où on mange un petit morceau et où on fait des choses ensemble, voilà. Et ça aussi, c'est hyper important que ce qui m'arrive et ce qui arrive à mes collègues auvergnats et clermontois, quoi. C'est une formidable initiative parce que c'est vrai que ça doit briser pas mal les fantasmes autour du handicap. Le fait je trouve, d'intégrer comme ça des personnes handicapées avec des personnes valides dans vos ateliers, justement. Oui, justement. De les faire jouer ensemble, enfin, de les rassembler, parce qu'au départ, il doit y avoir un peu des peurs, peut-être, de part et d'autre. Oui, bien sûr qu'il y a des peurs. Les plus grosses trouilles que j'ai eues au début, c'est que parce que j'annonce pas tout de suite la couleur. Pour moi, nous sommes un atelier théâtre normal, vous voyez, comme tout atelier théâtre qu'il peut y avoir dans les villes. Mais lorsque les gens viennent, qu'ils voient des personnes déficientes visuelles, waouh, au début, ça m'a foutu les trous. J'ai dit, voilà, ils vont se barrer tout de suite quand ils vont voir 3 cannes blanches par ici et ceci, quoi. Oui. Pas vrai. Oui. Pas vrai, ça ne les effraie pas, oui. Non, ça les a pas du tout effrayés. Oui. Alors là, déjà, la personne un peu timide et qui se dit, oh là là, dans quoi je vais tomber. Oui. Oui. Donc voilà, et puis c'était vraiment super sympa. Et même là, depuis, donc ça c'était les ateliers théâtre, et depuis 3 ans aussi sur la région Auvergne, ce que je suis en train de mettre, c'est un festival qui s'appelle Culture dans tous les sens, pour pas le nommer. Oui. Et c'est toujours la continuité, c'est-à-dire la continuité de mettre des personnes en situation de handicap avec des personnes valides pour des échanges, des manifestations, aussi bien des spectacles vivants, des expositions, vous voyez, tout ce qui est en rapport avec la culture est là, à travers les villes de la région Auvergne. Et ça, c'est pareil, c'est un concept que les gens trouvent super. Et là, on se rend compte, en vérité, que l'handicap est banni. On voit plus du tout l'handicapé ou la personne en situation de handicap, on voit plus du tout le valide. On voit des gens qui sont là, qui viennent sur scène, partager des bons moments. Et c'est vraiment super. Moi, je suis un homme heureux. Ça s'entend. Dans votre voix. Je me souviens, à ce moment-là, à l'antenne, vous arrivez d'intervenir lorsqu'il y avait des personnes qui appelaient parce qu'elles souffraient de timidité, et vous nous disiez, vous nous parliez déjà de votre passion pour le théâtre, en disant que justement ça pouvait beaucoup aider à surmonter ces problèmes de timidité. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir aujourd'hui pour ça, en disant je suis timide, j'aimerais par ce biais-là essayer peut-être de m'affirmer, de prendre confiance en moi? Eh bien, un maximum de gens, un maximum. Dans les groupes de théâtre que nous avons, justement, il y a des gens comme ça qui sont timides, ou alors, dans le cadre de leur travail aussi, vous voyez, tout ce cadre personnel pour leur permettre une évolution personnelle. Et cela aussi, moi, m'a apporté autre chose aussi, c'est que depuis 3 ans, j'anime des groupes de parole. J'anime des groupes de parole en binôme avec un psychothérapeute. Oui. Et alors, c'est avec une maison départementale des personnes handicapées. Que j'ai été les voir pour parler de culture en tous les sens, et qu'ils ont vu ce que nous faisions, ils m'ont dit, mais pourquoi tu n'animerais pas avec un psychothérapeute un groupe de parole pour les aidants familiaux, pour leur montrer que ils ont une vie qui est un peu pénible,
24 avec des personnes en situation de handicap. Elles ne sortent pas souvent de chez elles et tout. Et ce serait très intéressant que tu puisses co-animer pour permettre justement à ces gens, au-delà de venir parler, au-delà d'avoir des moments conviviaux, de pouvoir les inciter à sortir de chez eux. Eh bien, et ça marche vraiment super. Moi, ça aussi, c'est une autre corde à mon arc et je suis, très, très content aussi là-dessus, quoi. Et pourvu que ça dure, je dirais. Oui, donc ça, c'est parallèlement à votre activité de théâtre. Et Culture dans tous les sens, c'est l'association dont vous vous occupez, là, l'association de théâtre? Alors, l'association de théâtre s'appelle l'Ivoirien, tout simplement. Ah, c'est l'Ivoirien. Vous avez un site? Oui, on a un site qui s'appelle donc l'Ivoirien L2E parce que bon, voilà, et puis plus loin Ivoirien quoi, qui est vraiment et donc le site de Culture dans tous les sens c'est culturedantstouslessens.com pour pas le noter et donc cela permet donc toutes aux personnes de pouvoir nous rejoindre régulièrement. Là aussi on est en train de pouvoir permettre aussi grâce à une école d'éducateurs spécialisés de Clermont-Ferrand de mettre en place des cours, des unités de valeur pour les éducateurs, pour leur permettre d'avoir un petit plus dans leur formation. Et ce petit plus, ce serait une partie plus culturelle, vous voyez, pour pouvoir avoir une spécificité d'animer parce que bon, dans les foyers occupationnels, les personnes en situation de handicap sont friands de toute cette partie culturelle, de la danse, de la musique, et puis beaucoup de peinture. Je vous jure, Caroline, que je vois pas les peintures, mais alors, à travers toutes ces expos que nous faisons dans des lieux divers et variés, eh bien, les gens sont étonnés de voir la qualité que les personnes en situation de handicap peuvent produire. C'est vraiment des choses superbes. Et aussi, ce que nous avons voulu faire avec Culture dans tous les sens, c'est que il faut arrêter que les personnes en situation de handicap soient uniquement des consommateurs. Il faut qu'ils soient des acteurs de la société. Parce qu'ils ont tellement de choses à faire partager à la cité, à la vie, à nous tous. Des échanges, mais vraiment très, 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 très importants. On a envie de montrer. Et aussi ce que nous faisons sur Clermont et dans les villes aux alentours, nous n'allons pas, je dirais, dans des petites salles. Parce que je vois pourquoi les personnes en situation de handicap ne pourraient pas présenter leurs œuvres, par exemple, à la Maison de la Culture. Je sais que sur Clermont-Ferrand, nous, on est à la salle Boris Vian, qui est la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand. Voilà. Donc nous voulons aussi qu'ils soient, je dirais, en première ligne pour bien montrer qu'ils sont comme tout le monde. C'est ça. Oui, qu'ils soient considérés comme les autres et pas relégués, comme vous dites, dans des petites salles, des sous-citoyens. Et vous avez raison, les peintures sont en général d'une grande richesse. Ils se brident pas, il y a une imagination, il y a quelque chose de comme d'ailleurs on voit quand ça a été mis en place dans un autre registre, des ateliers dans des services psychiatriques, souvent là aussi la peinture, ce que font les patients atteints de maladies mentales c'est assez étonnant. Ouais. En tout cas, est-ce que vous vous souvenez de Georges, qui à ce moment-là n'était pas encore couronné? Vous vous souvenez de lui? Lui se souvient très bien de vous. Il dit, mais c'était en 2004, l'Ivoirien. Hein? Eh oui, entre autres, oui. Eh oui, mais je pense que Notre Majesté note tout dans ses petits carnets personnels. Parce qu'il a une date précise. Vous souvenez-vous de Sergio? Oui, aussi. Il dit, les Auvergnats, quand il y en a un, ça va, surtout avec un cœur gros comme ça, dit Sergio. Et puis il y a Catherine qui dit, quelle surprise. Elle dit, bon retour, je me souviens très bien de vous. Oui, ça fait plaisir. Et surtout de vous entendre parler comme ça, culture sur notre antenne. Donc, je pense que nos amis auvergnats ont noté et j'espère iront vous voir du côté de Clermont-Ferrand.
Merci beaucoup, ils seront les bienvenus, et ils seront vraiment les bienvenus. Et si vous avez encore une minute, je vais vous dire Bien une sûr. dernière chose que je suis en train de faire. Depuis le mois d'octobre 2010, voilà, je suis en train de mettre en place, donc à travers des collèges, à côté d'une petite ville, d'une sous-préfecture du Puy-de-Dôme qui s'appelle Orion, nous avons mis en place avec la ville d'Orion et des collèges un spectacle avec des jeunes de 5e. Des jeunes de 5e qui sont tous des valides. Voilà. Et ils ont écrit des scénettes sur l'handicap. C'est-à-dire qu'ils jouent des personnages en situation de handicap, et tout handicap confondu, aussi bien sensoriel que physique, qu'intellectuel. Voilà. Et donc ils vont se produire le 23 juin, donc vous voyez, c'est dans très très peu de temps, au Rexy Arion, c'est une salle, et je suis donc le metteur en scène de cette initiative avec une personne qui m'assiste, voilà. Et c'est vraiment super. Moi je me fais encore, vous voyez, j'arrête pas d'avoir plein de bonheur autour de moi, mais tant mieux, j'en souhaite pour tout le monde pareil, voilà. Et pour moi c'est vraiment un bonheur d'être avec ces jeunes de 12 ans qui ont en face d'eux un homme d'un certain âge, hein, et qui, pour eux, on se tutoie, on a je sais pas, on a pas loin de plus de 40 ans de différence, vous voyez ce que je veux dire, donc on se tutoie et tout, et c'est vraiment superbe de voir ces jeunes qui ont pris la peau, par exemple, d'une personne handicapée mentale. Et ça n'a pas été facile, je peux vous le dire. Le regard des copains à côté, quoi. Oui, non, mais ça doit être effectivement. Je pense que ça doit être une sacrée expérience à vivre pour ces jeunes et pour le public qui vient aussi assister comme ça. Enfin. Je trouve, enfin bon, c'est bravo pour ce que vous faites, et encore une fois, j'ai été très heureuse de vous entendre, de votre retour comme ça parmi nous, et je suis pas la seule. Il y a Lali qui dit ça fait plaisir d'entendre votre enthousiasme, l'écureuil aussi qui dit ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de vos nouvelles, et ça fait vraiment plaisir de vous entendre. Mais je vous dis à bientôt pour d'autres événements. Eh ben à bientôt Caroline, et puis moi aussi j'ai un plaisir d'être sur Europe 1, d'être avec vous et d'échanger, et aussi que les auditeurs d'Europe 1, je leur souhaite beaucoup de bonnes choses et plein de bonheur et beaucoup de succès pour vos projets là. Hein. Eh ben merci beaucoup. Au revoir l'Ivoirien. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21, 34 centimes la minute. Des courriels qui arrivent pour Anna, qui nous parlait de sa relation où elle était depuis un peu plus de 2 ans avec un homme marié, et puis elle a eu une rencontre inattendue avec un homme et qui faisait battre son cœur. Alors Valérie dit, il faut savoir prendre du temps, ne rien précipiter, voir où va votre cœur et votre tête. Ilemzi dit, il y a une citation kabyle qui dit, il vaut mieux la vérité blessante que le mensonge qui fait plaisir, alors mieux vaut lui dire la vérité à cet homme marié pour mener votre vie plutôt que de vous encombrer avec celle d'autrui. Et puis Chaudron de la Barque dit, sans aucun doute, avez-vous été malmené au sein de cette relation avec cet homme marié qui s'est avéré n'être qu'un prometteur de mauvais jours. Une nouvelle relation vous tend les bras, vivez-la au gré de vos battements de cœur, ne craignez pas la répétition ni les désillusions, votre destin n'est pas gravé dans le marbre, c'est à vous de construire votre bonheur selon vos envies. Bonne chance à vous et beaucoup de joie. Et puis Sergio dit Papy Bougon doit avoir une pièce entière de son vaste château dévoué aux archives remplies de moult petits carnets ou parchemins. Oui, note tous les événements de l'émission. Oui, en même temps, hein, quand on a un château, et Sa Majesté peut se le permettre quand même. C'est Notre Majesté, il veille sur les royaumes, sur de nos nuits blanches. Il peut y consacrer une petite pièce. Je pense qu'il a plein de petits parchemins comme ça où il note précieusement chacune de vos interventions. Hein. Faites attention. Allez, on va accueillir Françoise. Bonsoir. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Françoise. Oui, je
suis un peu malheureuse ce soir. J'ai quelque chose, j'ai un nœud dans la gorge, on va dire. Oui. Parce que je vais pas dire que j'ai mis mon fils à la porte, mais c'est presque ça. Enfin, il reviendra. On s'est fait la bise en se quittant, mais assez froidement, on va dire. Mais suite à une histoire vraiment très banale, ça s'est envenimé. Et puis voilà, Que la fin du s'est-il week-end passé? a été un Oui. peu précipitée. Oui, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, hier soir, déjà pendant le repas, ma belle-fille était disons, assez négative. Elle voyait pas l'avenir d'une façon très gaie. Elle disait que à la retraite, elle profitait de rien parce que elle aurait pas de sous, et puis que de toute façon, la retraite, elle la verrait pas parce qu'elle travaillerait trop longtemps. Et bon, elle est enseignante, hein. Bon, c'est quand même pas. Elle a un métier. Et puis, moi, je lui ai dit en souriant, je lui ai dit, écoute, franchement, moi, j'en ai 65, parce que j'ai pas encore toutes mes années, donc je travaille encore, et je trouve pas que je suis fichue, quoi. J'espère bien en profiter quand même de la retraite, et même si j'ai pas beaucoup d'argent, je ferai avec ce que j'ai, quoi. Je trouvais elle tenait des propos pas très gais, et puis bon, mon fils, lui qui a 41 ans, il dit, moi, je sais que je ferai la retraite à 66 ans. J'ai reçu un bilan de la Sécu et il me reste plus que 24 ans à faire, 25 ans. Bon, il était plutôt lui optimiste. Oui. Mais bon, c'était comme ça. Après, on a discuté d'autres choses. Elle disait qu'elle était froide quand elle était petite, que elle supportait pas trop les câlins avec sa mère, etc. Bon. Elle n'était pas. Elle n'était pas bien. Non. Et Oui. puis de toute façon, on a toujours du mal à se comprendre, nous toutes les deux. Et puis à un moment donné, je ne sais pas comment la conversation est venue là-dessus, parce que dans la journée, ça s'était bien passé. Hein. Le repas de midi, s'était bien passé. Et elle dit à mon fils que il n'était pas courageux. Et bon, après, elle s'est reprise. Courageux face à la douleur. Oui. Soi-disant qu'elle s'est reprise là-dessus. Moi, j'ai pas trop bien entendu. Parce qu'il a toujours mal quelque part. Il a beaucoup de douleurs. Et ça, c'est de famille. Moi, je sais que j'ai de l'arthrose. J'ai eu... à son âge, j'ai été au lit avec sciatique assez souvent. Et d'ailleurs, ça lui donne un petit peu le moral, parce qu'il dit que maintenant, moi, j'ai de l'arthrose peut-être, mais j'ai plus de sciatique, quoi. À 65 ans, ça y est, ça s'est classé. Oui. Mais j'ai eu, à son âge, j'ai eu beaucoup de problèmes. Et donc, elle est venue à la cuisine desservir un petit peu la table, et on était donc en tête-à-tête, toutes les deux, et je lui dis, écoute, j'apprécie pas que tu dises de Vincent qu'il n'est pas courageux. Et puis, bon, on a discuté, mais sans éclat de voix, parce que les autres n'ont rien entendu. Bon, je crois que mon fils et ma fille étaient partis fumer une cigarette, ils n'ont rien entendu. Et ça s'est passé sans... Bon, c'est vrai que j'ai eu une parole malheureuse, parce que je lui ai dit que elle manquait d'admiration par rapport à mon fils. C'était pas le mot que je voulais dire. C'était pas ça. C'est-à-dire que jamais elle a un mot gentil envers mon fils. Jamais, jamais. C'est toujours... Elle est assez commandante, assez directive. Lui, il est très cool. Il est poisson. Il est toujours... il est du signe du poisson, et elle est capricorne. Mais je peux vous dire que autant lui, d'abord c'est un musicien, il est cool, qu'elle est très enseignante et bon, pas du tout le même tempérament. Bon, elle lui apporte quelque chose, parce que, par exemple, pour tenir ses comptes, lui, il était très souvent, quand il était jeune, à découvert. Bon, elle lui a appris à gérer, quoi. Oui. Elle lui apporte quelque chose. Je peux pas le nier, ça. Mais elle manque... jamais je les ai vus se faire un câlin, par exemple. Elle va jamais passer à côté de lui, avoir un élan de tendresse ou un mot gentil. Jamais, jamais, quoi.
Ah oui, mais elle vous disait hier que déjà, petite fille, Oui. elle ne supportait pas bien les câlins avec sa mère. Oui. Alors, on peut d'ailleurs penser, c'est rarement l'enfant qui supporte pas bien les câlins. Faut toujours penser que c'est dans la relation, c'est toujours l'adulte qui initie la relation avec l'enfant. Donc quand elle dit j'étais froide quand j'étais petite, je supportais pas bien les câlins avec ma mère, c'est qu'il y avait quelque chose dans la relation là qui se passait pas bien, et de cette froideur dont elle parle, c'est peut-être une protection qu'elle a mis en place. Et elle a toujours peut-être dû l'impression s'endurcir. Qu'elle est jalouse un petit peu parce que nous on est assez expansif. Vous voyez, on va se faire un bisou au réveil. C'était comme ça chez En nous. même temps, elle a choisi votre fils qui lui est plus démonstratif, et plus tendre et plus artiste. Vous voyez, où il y a plus de fantaisie. Donc, vous le dites vous-même, ils se complètent. Oui. Mais que s'est-il passé finalement? Parce que vous lui avez fait part donc de cette réflexion. Vous avez voulu prendre la défense de votre fils. Oui, mais ça c'est mon côté maternel et trop. J'ai pas coupé le cordon, tout le monde me le dit sans doute, ça doit être vrai. Et ce matin au réveil, mon fils a été très froid. Avec vous? Oui. Oui. Alors j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose. Oui. Et puis j'ai fait signe à ma fille, j'ai dit que c'est ce qui va pas. Et puis Estelle, donc j'aurais pas dû dire un prénom. Ma fille a posé la question à son frère et elle lui a dit il y a quelque chose qui va pas. Et il a dit quelque chose qui m'a profondément blessée. Il a dit que j'avais craché mon venin. Et il dit j'aimerais bien être là quand il se passe quelque chose. Je suis jamais là parce que c'est pas la première fois. Et alors ça a craché le venin. Et puis il est parti en vrille. Et puis il m'en a sorti de toutes les façons. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Il faut avoir de l'amélioration dans le couple. C'est quoi cette histoire? Mais il s'est énervé, Alors je ne sais pas ce qu'elle a pu dire. J'en sais rien. Alors j'ai dit à mon fils, je comprends pas. Parce que je dis, moi, je n'avais pas du tout l'intention de te parler de cette discussion qu'on a eue. C'était entre elle et moi, et j'aurais préféré qu'elle me dise, écoute, ça ne te regarde pas. Ce que je vis avec Vincent, ce qu'on fait, c'est notre problème, et toi, tu n'as pas... Voilà. Mais c'est toujours comme ça. À chaque fois, il s'est déjà passé des trucs. Elle capte, elle raconte à mon fils, et mon fils, le lendemain... Votre fils prend la défense de sa compagne, hein? Oui. C'est logique. C'est logique. Oui. C'est logique, mais pas à ce point-là. Quoi. Oui, mais parce que vous n'avez pas non plus ce que vous reproche votre fils, c'est-à-dire que ça se passe hors sa présence. Après tout, s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, vous pourriez le dire à ce moment-là, mais en présence de votre fils. Pas lorsque votre fils n'est pas là. Parce que elle peut se sentir, votre belle-fille, agressée, dire ma belle-mère profite toujours qu'on se retrouve toutes les deux pour dire des choses, mais jamais devant lui. Et puis je vais vous dire une chose, Françoise, ça se passe toujours comme ça. Non, quand pas toujours, non, mais je vais vous dire de façon générale, il vaut mieux dans les histoires de couple, même s'il y a des choses qui vous déplaisent dans leur fonctionnement, ne pas vous en mêler. Ah oui, mais ça c'est vrai. On le dit tout le temps. Même si vous trouvez que peut-être elle est pas suffisamment tendre, que vous trouvez elle a pas de mots gentils. Vous voyez qu'au fond, ils font bloc, donc ils s'entendent bien et que ça se retourne contre vous. Il ne faut jamais se mêler des histoires de couple des enfants quand ils sont devenus adultes. Alors, évidemment, c'est une autre chose quand on est dans une situation, je parle d'enfants devenus adultes, où il y a une situation d'extrême gravité, où l'enfant devenu adulte est confronté à un problème de violence conjugale, là on est dans un autre registre. Mais dans des situations telles que vous décrivez, les parents
Vous avez tout intérêt à rester en dehors de ça. Ben, vous voyez, une autre fois, c'est déjà arrivé, ma petite fille était plus petite, elle pleurait à la sieste, elle s'est réveillée, elle pleurait, mais alors vraiment à chaudes larmes, elle voulait pas rester dans son lit. Et moi, je passais par là, elle m'a aperçue, donc j'ai entrouvert la porte, elle m'a vue, et je l'ai prise. Et donc, c'était pas bien, sans doute. Et le lendemain, donc ma fille m'a fait la tête, j'avais pas compris pourquoi elle me faisait la tête. Et le lendemain, mon fils m'a appelé, j'allais prendre mon train pour à la gare, rentrer de mon travail, et alors là, il m'en a tassé encore quelque chose. Il m'a dit que je n'avais pas le droit d'aller chercher ma petite fille dans son lit, que je devais demander la permission à ma belle-fille. Vous voyez, c'est tout le temps comme ça. C'est en permanence. C'est en permanence. Et elle a toujours l'impression que je demande à mon fils ce qu'il veut boire, ce qu'il veut manger, voilà, que pas à elle. Il y a une jalousie. Oui, c'est d'autant plus compliqué qu'elle elle a une relation, d'après le peu d'éléments que vous donnez, mais plus compliquée, elle, avec sa mère. Et hier, elle semblait en plus pas très bien. Hein. Donc, vous dites, elle était... bon, ben oui, elle tenait des propos un peu sur son avenir. Elle se préoccupait. Elle était pas très bien. Donc, elle se sentait d'autant plus vite agressée. Ouais, donc, je crois que vous le savez, étant donné sa personnalité, il vaut mieux vous garder de tout commentaire, même s'il y a des choses qui vous plaisent pas, vous dire que c'est votre fils. Ils s'entendent bien au fond, c'est ce qui compte. Ils s'entendent bien parce qu'ils se laissent bouffer, quoi. Oui, mais ça le regarde, hein. Oui, ça le regarde. Ça le regarde. C'est le problème de votre fils, hein. Regardez, quand il y a un problème, il la défend. Donc ça montre, c'est quand même un couple qui est solidaire. Donc c'est signe quand même qu'il y a, c'est plutôt un couple qui s'entend bien. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc plus vous garderez au fond d'intervenir, mieux vos relations se passeront. On se voit à peu près 4 fois par an. C'est tout. Alors imaginez. Oui, mais justement, restez le plus à distance possible. C'est pas une question de fréquence, ça. Je vais essayer de parler de la pluie et du beau temps. Non, pas forcément de parler de la pluie ou du beau temps, mais ne pas relever quand il y a des choses. Vous n'êtes pas obligé d'être la mère poule qui doit voler à la défense de son petit, parce que votre petit est grand et il est à même de faire face, et il n'est pas aussi malheureux que vous le supposez. Je pense. Et ils ont un fonctionnement qui certainement leur convient, qui n'est pas le vôtre, mais qui peut leur convenir. Oui, sûrement. C'est peut-être ça aussi, même si c'est différent. Alors, vous n'êtes pas... vous n'avez pas d'affinité trop avec votre belle-fille. C'est comme ça, c'est vrai que ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est mieux quand c'est le cas, mais on n'est pas toujours obligé d'avoir des affinités. Hein. Donc, dans ces cas-là, il vaut mieux d'autant plus rester à distance. D'accord ? Elle me dit que elle dit à mon fils que je le passe avant elle. Mais j'essaie pourtant, vous voyez, je fais pour le repas, je fais des choses qu'elle aime manger. J'essaie de. Oui. Mais je pense que ça remonte à plus loin, son histoire. Oui. Hein ? Et ça, vous n'y pouvez pas grand-chose. Merci pour vos conseils. Je vous en prie. Au revoir, Françoise.
deuxième heure de votre libre antenne, toujours en direct sur Europe 1. Vous pouvez continuer à appeler le 39 21 pour témoigner ou pour réagir à une histoire. Vous pouvez également nous envoyer vos courriels sur le site europe1.fr. Justement, des courriels qui arrivent suite au témoignage de Françoise qui s'était un petit peu disputée avec son fils et sa belle-fille ce week-end. Alors Nadette écrit: attention à ne pas être trop invasive dans le couple de votre fils. Vous ne devez pas intervenir. Votre belle-fille n'est peut-être pas très tendre, mais au moins elle parle avec son mari. Je me mets à la place de votre belle-fille et j'apprécierais personnellement que ma belle-mère ne me donne pas de leçons sur l'amour que je porte à mon mari ou à mes enfants. Courage, votre fils vous aime, n'en doutez pas, mais restez à votre place et tout ira mieux. Isaac dit: ah, les relations entre la belle-mère et la bru n'ont guère évolué depuis Cendrillon, apparemment. Prenez de la distance et acceptez que votre fils est devenu un mari et un père. Il a de nouvelles responsabilités. Il ne faudrait pas que vous le mettiez dans la difficile position de faire un choix cornélien, de fait. Laissez-le gérer sa vie de couple à sa guise et restez en retrait afin de ne pas jeter de l'huile sur le feu. Douce nuit à vous. Et puis Jeanne aussi qui dit: les relations belle-mère, belle-fille, comme quoi mieux vaut se taire et surtout ne jamais se mêler des couples. Jeanne qui ajoute, qui dit: j'étais enseignante, mais poisson. Un juste milieu donc. Toutes les enseignantes ne sont pas forcément rigides. Leur couple fonctionne ainsi, tant mieux. La preuve est que votre fils prend le parti de sa femme, ce qui est presque normal, n'est-ce pas? Même si c'est contrariant, ça ne veut pas dire qu'ils ne vous aiment pas. Allez, courage, ils reviendront. Essayez de parler calmement de ce qui vous contrarie dans son attitude par rapport à vous. Et puis, des messages aussi qui arrivent pour l'Ivoirien. Jeanne qui dit: quelle leçon de courage, de constance et d'optimisme vous nous donnez, l'Ivoirien. Vous nous avez redonné du baume au cœur à tous ceux qui se découragent pour un rien, dont je fais partie d'ailleurs. Il y a également Laurence qui dit: je vous écoute depuis des années avec bonheur. J'ai été contente d'entendre l'Ivoirien l'Auvergnat. Mon mari, surtout lui, et moi, nous nous occupons d'une association AVH de personnes déficientes visuelles dans la région centre. Nous sommes bourbonnais d'origine et organisons des sorties pour gens de l'AVH, moto, conduite de voiture avec le moniteur, bien sûr, sortie sur une journée, sortie en carriole, rando pédestre, ça crée des liens entre tout le monde et certaines personnes viennent de villes environnantes pour faire des sorties. C'est gratifiant pour nous tous et ça nous fait plaisir. Bonsoir au roi Georges, à Olivier le patrouilleur et à tous les auditeurs. Et puis à ce sujet du handicap, il y avait aussi un message au 7 39 21 de Françoise, une Auvergnate, qui disait: mon fils est autiste et je peux vous dire que les jeunes pour la plupart sont très tolérants et tant mieux. On va accueillir maintenant Katia. Bonsoir Katia. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, ça fait un certain nombre d'années que je vous écoute. Oui. Et je voulais vraiment vous remercier pour la qualité de votre émission parce que je trouve que... Et puis votre écoute est formidable. Vous prenez le temps en fait en écoutant les gens et ça c'est très important. Vous prenez le temps de l'échange. Alors moi j'apprécie beaucoup vos interventions, donc je tenais vraiment à vous remercier. Alors moi-même je suis psychothérapeute et oui. je suis étonnée d'être passionnée par l'écoute et de m'endormir en vous écoutant. Voilà. Oui, effectivement, je comprends parce que dans votre métier, vous écoutez déjà la journée des personnes qui viennent confier leurs difficultés, leurs souffrances. Et le soir, en rentrant chez vous, vous écoutez une émission de radio où des personnes exposent leurs difficultés, alors que vous pourriez avoir envie de vous changer les idées, un peu, tout simplement. Alors, c'est pour m'endormir, en fait. J'ai des problèmes de sommeil, donc j'ai besoin de vous écouter. Et je me disais que j'avais besoin, comme les petits-enfants, d'écouter des histoires. Vous voyez ?
comme... Qu'on vous raconte une histoire. Voilà, et puis aussi, vous avez une voix très agréable et qui pour moi est un peu comme une enveloppe sonore. Vous savez, le petit bébé qui est entouré, avant de s'endormir, il y a les berceuses. Oui. Et je crois que je vis des choses comme ça avec vous. Oui. En m'endormant, c'est-à-dire que ça m'apporte la sécurité parce que je vis seule et c'est pour ça que je voulais vous parler de tout ça, voilà. Oui, ça vous procure un apaisement. Oui, tout à fait. Oui, mais le lien de l'enfant à qui on raconte des histoires avant de s'endormir, je le comprends aisément, hein, parce que c'est... Et ça se retrouve chez les adultes et oui. Bon, moi je ne suis pas toute jeune et j'ai besoin de cette enveloppe sonore. Et puis en plus, c'est une voix, vous avez une voix qui m'est familière, donc je sais que je vais vous entendre. Enfin, pour moi, c'est très très important. Comme le petit enfant, c'est important que ça soit un peu toujours la même voix, finalement. Voilà, il peut être perturbé si c'est une autre voix qui lui raconte une autre histoire. Toujours les mêmes histoires. Il y a un phrasé, et parfois, oui, vous avez raison, on aime aussi souvent que ce soit toujours la même, les enfants aiment que ce soit toujours la même histoire. Si on varie, même à un mot près, ça ne leur plaît plus. Alors là, ça serait... petits cochons, voilà, mais il faut la raconter toujours de la même façon. Ce qui serait un peu plus embêtant pour une émission de radio. Si on faisait toujours la même histoire, oui, absolument. Peut-être que là, ça serait un peu compliqué et qu'on serait un peu en perte d'audience. Il faudrait que j'essaye. Je pourrais vous lire le bottin, cela dit, le soir. Je ne sais pas si ça aurait le même effet. Mais bon, avec votre voix, effectivement, non, je pense pas. Mais enfin, l'émission... Je me suis dit aussi que le fait d'écouter... c'est très paradoxal de continuer à écouter pour m'endormir, mais c'est aussi une façon pour moi de me désencombrer de ce que j'ai entendu moi-même dans ma journée, vous voyez ? Puisque j'écoute les histoires des autres, je n'en suis plus responsable, donc j'entends parler, c'est vous qui écoutez, vous voyez, c'est très curieux. Hein. Oui, là vous avez vraiment l'attention plus que flottante. Ah oui, voilà. Ah oui, complètement. Là, j'ai plus besoin de me fatiguer, là. Vous pouvez complètement déléguer, là. Hein. Ouais. Sauf que, quand même, de temps en temps, j'ai l'impression de me former aussi. De faire des petites formations avec vous. Ah bon? Ah écoutez, oui. Mais on se forme toujours en écoutant d'autres intervenants, hein, finalement, d'autres points de vue. Oui. Moi, je ressens ça aussi en écoutant parfois d'autres personnes comme ça extérieures sur d'autres sujets qui vont avoir un autre point de vue, notre angle, des confrères, des consoeurs. Je me dis tiens, j'aurais pas abordé les choses de cette façon-là. Donc c'est toujours très formateur, hein, évidemment. Oui. Donc moi, ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec vous à ce propos-là, parce que vous me faites beaucoup de bien. Mais il y a aussi justement cette émission, il y a ma voix certes, mais il y a les histoires, il y a les témoignages des auditeurs quand même. C'est magnifique, oui, absolument. Oui. Parce que s'il y avait, c'est ça, hein, sinon, je vous dis, je pourrais venir le soir et lire le bottin. C'est ce qui fait l'émission, c'est les témoignages, avant tout. C'est ce qui le fait exister, là aussi. Okay. Et puis ce que vous faites aussi, ce que je trouve très important, c'est vous permettez aux personnes de faire des liens, il y a tout le sens de sa vie, l'importance d'avoir besoin de l'autre pour progresser. Enfin, je trouve que c'est vraiment une émission d'utilité publique. Mais écoutez, merci beaucoup, Katia. Voilà. Merci. Et alors, vous n'avez jamais songé à intervenir ? Non, vraiment, vous débranchez. Oui, vous l'avez fait une fois, donc peut-être. Mais en même temps, vous avez dit aussi que le soir, c'est vous décrochez, vous écoutez, c'est plus pour vous détendre. Donc vous ne prenez pas, vous ne prenez pas en charge, vous ne travaillez pas le soir. C'est ça, mais peut-être que je pourrais intervenir et ça m'intéresserait bien d'intervenir, mais j'ai pas jugé utile jusqu'à maintenant. Voilà, donc alors à propos juste de la personne, l'ivoirien,
Oui. Et des handicapés, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais bon, je vais laisser la place. Ben non, non, au contraire. Vous Profitez. avez la philosophie de la joie d'Alexandre Jolien. Vous en avez déjà parlé de ce livre-là. Alexandre Jolien, c'est un philosophe qui est handicapé. Oui, oui, Hein? oui. C'est un livre intéressant. Oui, il est formidable, oui. Ah. Oui. Et moi-même, je suis en train d'écrire, je fais des entretiens auprès d'une amie qui est handicapée, qui a une maladie génétique, qui est en fauteuil et qui est peintre. Donc, je vais essayer de faire aboutir ce projet. Je l'écoute et c'est vrai qu'auprès de ces personnes-là, on retrouve beaucoup de vie, beaucoup d'espoir. Enfin, je veux dire que c'est le contact avec les personnes qui sont dans la différence m'aide beaucoup. Voilà. C'est ce que je pouvais vous dire. Et puis le sens de l'humour aussi, quand il dit l'ivoirien. Ah bon, je pourrais vous dire plein de choses. Ah oui, mais l'ivoirien est formidable. Oui, oui, là, rien que par son Rien nom de que scène. l'ivoirien, oui. Oui. Il a vraiment il a une énergie. Il a transformé. Bon, ça n'a pas toujours été très simple pour lui, hein, évidemment, mais il ne s'attarde pas là-dessus. À chaque fois qu'il a appelé, il a voulu nous faire part plutôt de ce qui avait été positif. Il a toujours appelé au moment pour soutenir, pour Quand ça va aider. mieux, quoi. Oui, Quand ça va bien. Oui, exactement. Mhm. Il y a Enfin, Brigitte. voilà, donc vous faites un travail magnifique et je voulais vous dire que je ne sais pas comment vous faites d'ailleurs parce que Oh bah écoutez ça. vous êtes spontanée c'est un travail, tout en ouais. étant très rigoureuse et très professionnelle, voilà. Merci. Il y a Martine de Forbach qui dit, écoutez, moi je vous écoute tous les soirs et je ne prends mon somnifère qu'à minuit 45. Vous voyez, donc quand même, elle veut tenir jusqu'à minuit 45. Voilà, elle se dit pour le dernier quart d'heure, elle plonge. Oui, voilà. Et puis Sylvie qui dit voilà, elle imagine elle aimait bien votre image comme ça de l'enfant à qui on raconte des histoires. Eh bien merci beaucoup ma chère Katia, et puis alors peut-être un prochain soir vous entendre à nouveau, mais pour réagir à un témoignage qui vous donnera là vraiment envie d'intervenir et de nous donner votre point de vue de psychothérapeute. Merci beaucoup et merci encore. Hein. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir, Caroline. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Voilà, ça c'est pour Kojak qui me dit allez, pas trop de compliments à Caroline parce que sinon elle va avoir les chevilles qui enflent. Au lieu de lire le bottin, pourquoi ne pas chanter en anglais? Je m'entraîne mon cher Kojak, je m'entraîne. Et puis l'ami Tintin me dit rassurez-vous hein, Caroline, vous n'endormez pas tous les auditeurs. Le patrouilleur, Sergio et moi qui sommes sur la route, sinon nous serions vraiment très mal. C'est ce que je me dis, hein, parce qu'à force, je me dis bon, soit je suis complètement soporifique, soit je me dis ceux qui m'écoutent sur la route, je me dis je suis responsable d'un nombre d'accidents, j'en ai des suées d'angoisse. Vous voyez, je flippe moi. Donc je me dis il va falloir que de temps en temps je fasse des pauses, que je me mette à hurler, je sais pas, que je modifie ma voix, vous voyez, enfin que je crie, je fasse des pauses comme ça, je vous hurle dans les oreilles pour vous réveiller parce que je pense à nos amis routiers qui nous écoutent et je me dis s'ils s'endorment au volant à cause de moi, c'est l'horreur quoi. Georges me dit tiens The Pretenders, c'est ce qu'on écoutait dans la R12. Ce qu'on écoutait, mais avec qui écoutiez-vous ça, mon cher Georges? Et puis Lune de Miel me dit malgré tout, il y a des témoignages qui réveillent. Oui, vous avez raison. Allez, on va accueillir maintenant, je crois, Lydie. Bonsoir Lydie. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Écoutez, avant tout, je voudrais vous dire combien je suis touchée que vous preniez mon appel. Mais je vous en prie, ma chère Lydie. Et je dois dire que j'étais un petit peu sceptique. Je pensais Pourquoi? que peut-être parce que j'imaginais que ce genre d'émission, ce genre de confidence
c'était très filtré et qu'on ne pouvait pas aussi vite vous parler. Mais non. Et je m'aperçois que c'est d'une simplicité extrême. Donc, on appelle votre numéro, 32 91, c'est ça? Pas du tout. 32 21. 39 21. Heureusement que vous n'avez pas fait l'autre. 39 21. Voilà, ça s'est fait d'une rapidité extrême. J'ai attendu quelques minutes, le temps d'un témoignage et d'une musique. Et là, je suis directement avec vous. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. Je me dis, waouh, c'est vrai, quoi. C'est la radio-réalité, mais vrai. D'accord. Et c'est la meilleure pub qu'on peut nous faire, hein, mais quand je le dis, les auditeurs entendent. Mais vous faites bien de le dire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui pensent que c'est très compliqué de nous avoir. Oui. Et qui du coup n'osent pas appeler. Ben oui, mais c'est tellement simple. C'est tellement simple et je m'attendais pas tout de suite à ce que vous me répondiez. Et là, je suis très émue. J'espère que en France et en Navarre, on m'écoute. Je peux vous assurer que vous passez bien sur les ondes. Hein. C'est pas, c'est pas une blague qu'on vous fait. On est bien. Oui, vous passez bien sur Europe 1. Hein. Il n'y a pas de souci là. Ouais. Vous avez allumé le poste pour vérifier qu'on vous fait pas une blague. Exactement. Oui, j'ai vu que vous avez allumé la radio. Je vous raconte pas d'histoire. Hein. Oui, non, mais c'est bien. Vous êtes sur Europe 1. Hein. Oui, je voulais entendre ma voix. Voilà, c'est bien vous, Lydie. Ça marche bien. Vérification faite, voilà. Écoutez, Caroline, déjà, avant tout, je voulais vous dire que je vous écoute, si ce n'est tous les soirs, en tout cas très, très fréquemment. Et je suis ravie que vous ayez autant de disponibilité, d'intelligence et de force pour répondre à tout ce type d'appels qui vous submergent et pour lesquels vous trouvez toujours les mots qu'il faut pour rassurer et peut-être aider, certainement même aider les gens qui vous appellent. Voilà. Donc votre voix est sublime. Je vais la faire rassurer, moi je sens ma voix, hein, parce que je me dis si je me pète une corde vocale un jour, c'est affreux. Il y en a bien qui font assurer leurs jambes, leurs seins ou je ne sais quoi. Moi je vais me faire assurer les cordes vocales. Non, mais je me dis vraiment. La vôtre, elle restera toujours aussi douce. Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Alors on va en venir au sujet de votre appel parce que tout ça. Voilà, sachez que je suis une femme de 54 ans. Oui. Et j'ai quitté mon mari un jour, il y a 2 ans, parce que j'étais victime de violences conjugales. Ah, oui. Sachez que j'ai vécu avec cet homme pendant plus de 30 ans. Oui. Et que je ne me suis pas rendu compte de ce qui m'arrivait. Je m'en suis rendu compte après un travail sur moi, après une consultation avec un thérapeute, comme quoi je pense que c'est très important de considérer qu'il faut se confier, il faut en parler, il faut faire un travail. Et je me suis rendu compte que ce monsieur était totalement prenait l'emprise sur moi. Donc un jour, lorsque je n'étais plus en mesure, non pas de vivre avec lui, mais simplement de respirer avec lui, ce qui m'a amené d'ailleurs à être hospitalisée pour étouffement. Donc c'est très grave. J'ai failli mourir, si vous voulez, d'étouffement, à la simple idée de retourner chez lui. Donc je me suis écartée, hospitalisée, et j'ai compris que l'étouffement que je ressentais, c'était simplement celui d'être un jour remise en contact avec lui. Oui. Donc, je l'ai quitté. Je l'ai quitté il y a 2 ans. Et puis, petit à petit, avec beaucoup de difficultés, beaucoup de force, j'ai continué à vivre, à reconstruire ma vie, à partir, à trouver un logement, à me battre, à éliminer toutes sortes de gens qui étaient des parasites autour de moi, qui me faisaient du mal.
Et puis, je me suis construite un petit cocon, tout petit. Avec, pour vous dire, j'ai quitté un appartement qui était 150 mètres carrés. Je me retrouve dans un petit appartement où il y a 30 mètres carrés. Voilà, un tout petit truc. Et où je suis aujourd'hui seule, avec mon chat, mais complètement seule, mais totalement heureuse, libre. Oui. Libre d'emprise, libre des insultes, des coups. Et enfin, je découvre, après 2 ans, la possibilité de faire des choses pour moi, des choses simples, c'est-à-dire aller au cinéma sans culpabilité, m'occuper de mon jardin sans culpabilité, vivre, tout simplement, goûter le soleil dans la rue, me promener, rencontrer des gens. Et petit à petit, je me suis inscrite dans des associations, j'ai rencontré des gens, je donne ce que je peux parce que j'ai beaucoup d'amour à donner, donc je donne envers les sans-abri, je donne envers les gens en difficulté, vers les femmes qui ont besoin de connaître la langue française, donc l'alphabétisation, vous voyez ? Oui. Donc, j'ai décidé que tout ce que j'ai fait pour un homme pendant 30 ans, c'est pas rien, 30 ans d'une vie. Hein ? Donc, 30 ans d'une vie qui n'ont rien abouti puisque ça ne m'a pas enrichi, ça m'a détruite. Alors aujourd'hui, je me tourne vers les gens qui sont vraiment nécessiteux. Ça ne vous a pas détruite, heureusement, vu la façon dont vous il m'a pas parlez. détruite, ça a été dur quand même parce que j'ai eu des coups, j'ai eu des insultes, j'ai eu une pression. Il aurait pu vous détruire, mais vous, dans ce que j'entends là de vous, vous n'êtes pas détruite. Il reste, on vous sent. Il y a un bel élan vital qui subsiste là. Hein oui. Parce que vous dites vous goûtez la vie aujourd'hui au point même d'arriver à vous occuper de vous, au point même d'avoir envie de donner aux autres, d'être dans le partage, ce qui témoigne quand même qu'il reste beaucoup de choses dans l'envie de vous. Enfin, si vous aviez été autant abîmé, vous ne pourriez pas faire tout ça. Oui, bien sûr, aujourd'hui. Mais pendant 2 ans, j'ai été très abîmée. Oui, mais ça, je n'en doute pas. Voilà, très abîmée, c'est-à-dire que incapable de rien faire, au-dessous de tout. Oui, mais ça... par terre. Oui, mais ça, la violence laisse des... bien sûr. Oui. Mais aujourd'hui, j'ai remonté la pente, comme quoi j'ai une certaine force de résilience. Et aujourd'hui, j'ai décidé de tourner mon avenir vers des gens qui sont pires que moi, c'est-à-dire qui n'ont rien, voilà, et faire des gestes tout simples pour les gens, par exemple des sans-abri qui ont besoin d'aide, par exemple pour des femmes qui ne savent pas parler français. Donc par ma association, je vais donner des cours d'alphabétisation. Et puis, j'ai envie de donner tout ce que je peux donner pour prouver que, quelle que soit la situation, quelles que soient les origines, on peut s'en sortir avec de l'aide. Et j'ai envie de donner cette aide. Alors, maintenant, depuis 2 ans que j'ai quitté mon mari avec une valise, il faut le dire, je suis partie avec rien de rien. Je me dis peut-être que il se trouve que j'ai rencontré un monsieur qui s'est trouvé comme ça sur mon chemin, qui est complètement différent de moi, aussi bien physiquement, aussi bien psychiquement, peut-être intellectuellement, parce que nous n'avons pas eu l'occasion de parler vraiment. Je me dis, mais est-ce que c'est l'homme ? Parce que je dois vous dire qu'après ce que j'ai vécu, j'ai totalement perdu confiance dans l'homme. Alors, est-ce qu'il se peut, voilà la question que je voulais vous poser, Caroline, est-ce qu'il se peut qu'un jour, on peut, après ce que j'ai vécu, là je ne vous parle que de ma vie de couple,
c'est-à-dire 30 ans de vie commune, des enfants épanouis, etc. Est-ce qu'on peut, quand on n'a plus rien, faire confiance à nouveau à un autre homme? Un autre homme qui est... alors, il est d'origine tunisienne et il est autrichien parce qu'il est parti de chez lui avec ses parents lorsqu'il était tout petit, donc il a une origine, il est autrichien. Oui. Il a la culture tunisienne et je me dis qu'est-ce que je peux faire moi? Comment Caroline, c'est ma question, comment est-ce qu'on peut retrouver confiance en un homme aussi différent que celui que j'ai connu avant, qui est de même caste, on va dire, entre guillemets, de même culture, de même compréhension, etc. Là, je trouve l'opposé. Un homme qui a un petit peu de mal à s'exprimer, mais qui dit des choses très sensées, très sincères. Pourquoi a-t-il du mal à s'exprimer? Parce que simplement parce que il a vécu en Autriche très longtemps. Oui, donc il ne parle pas le français. Si, il parle le français, mais pas oui, enfin, il ne le maîtrise pas aussi bien que vous, forcément. Oui, oui, forcément. D'accord. Oui. Voilà. Oui, mais il y a une chose que je relève. Alors, vous dites la vraie question, c'est comment faire confiance à nouveau à un homme. C'est ça la vraie question. Parce que derrière ça, vous dites, au fond, vous étiez avec un homme qui était de votre culture, peut-être de votre milieu, que vous connaissiez bien, qui était peu différent de vous, entre guillemets, si ce n'est que c'était un homme et vous une femme, mais à part ça, qu'il y avait peu de différence, et votre union a été catastrophique. Alors aujourd'hui, vous dites cet homme est différent de vous parce qu'il a une culture qui est différente de la vôtre. Pour autant, ça ne veut pas dire que ça se passerait forcément mal. Oui, bien sûr. Ah, je vous entends plus là. Je ne sais pas ce que vous faites avec votre téléphone. Allô? Vous êtes très loin là. Hein. Allô. Ben oui, c'est vous qui êtes loin. Je ne sais pas ce que vous faites. Allô. Ben vous êtes parti loin là, Lydie. On dirait que vous êtes à l'autre bout de la pièce. Allô. Oula. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire avec votre téléphone, allô? Lydie. Ben oui, rapprochez-vous, enlevez un haut-parleur ou je ne sais pas ce que vous avez fait. J'ai enlevé le haut-parleur, j'ai coupé la radio. Là, ça va mieux. M'entendez? Voilà, là, ça va mieux. Ça va mieux. Voilà, donc finalement, vous étiez avec un homme qui, bon, je vais pas le redire, mais je pense que vous l'avez entendu, qui était de votre culture, de votre milieu peut-être social. Là, vous êtes avec un homme qui n'est pas de votre culture, mais la question est pas forcément là parce que des unions mixtes, ça existe et ça peut très bien fonctionner. La vraie question, c'est pour vous, c'est refaire confiance à un homme, parce que vous m'avez dit aussi, vous le connaissez peu quand même. J'ai cru comprendre. Oui. Bon, mais remarquez, c'est toujours comme ça au début d'une relation. Allô? Lydie, qu'est-ce qui se passe avec vous? M'entendez plus? Ce qui se passe, la communication n'est pas très bonne. Mais on vous entendait bien hein, au début. Attendez, ne quittez pas. Allô? Il y a un problème avec votre téléphone, Lydie, voilà, parce que nous, on vous entend. Marche. Vous m'entendez là maintenant? Oui, là on vous entend. Oui. Bon, vous me dites que vous ne le connaissez pas bien. Pas très bien, mais il se trouve... Vous l'avez rencontré dans quelles circonstances? Comme ça, j'ai envie de dire, c'est un peu spécial. Je l'ai rencontré dans la rue et tout de suite nous avons flashé, tous les deux. Il y a eu... cet homme a senti que j'étais perdue. Il m'a aidée. Et nous avons tout de suite... on se revoit régulièrement et nous avons des liens affectifs. Parce que je le comprends, je le sens. Et je pense que c'est réciproque.
Donc je me dis, voilà, comment faire quand on est... Moi, je ne suis pas à la recherche de quelqu'un. Je suis en train de faire le deuil de mon équipe, de ma vie d'avant. Et je me dis, et si c'était lui, quoi. Mais vous dites, il a senti que vous étiez perdu, que voulez-vous dire? Bah, il a senti que j'étais, oui, perdue, c'est-à-dire, comment dire, que j'étais perdue, que j'étais seule, peut-être, et que c'est simple, quoi. J'étais seule, il l'a vu, et il s'est proposé, il va aider tout de suite. De quelle façon? De quelle façon? Eh bien, d'une façon très gentille. Il m'a écouté, il m'a entendu, et puis voilà, ça s'est arrêté là. Et lui, que vit-il? Alors lui, c'est quelqu'un qui a 47 ans et qui est divorcé depuis longtemps, qui a 3 enfants loin en Autriche, qui vit en Autriche, qui vivent en Autriche. Et bon, il vit en France avec les moyens qu'il peut pour travailler, tout ça. C'est quelqu'un, à mon avis, qui est très sérieux, qui s'attache à son travail. Et bon, peut-être il a envie, enfin, de se poser, d'avoir une femme gentille, qui a de l'écoute. Et voilà, ce sont des trucs tout simples. Il n'est pas nécessaire que la vie soit compliquée quand on s'entend entre couples. Mais moi, je me dis, voilà, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui avec quelqu'un qui est si différent et pourtant avec lequel je me sens bien. Et c'est ça, son leitmotiv, c'est « je suis bien avec toi ». Mais en quoi vous paraît-il si différent, justement? Eh bien, parce que voilà, moi, je suis issue d'un milieu aisé, bourgeois, on va dire bourgeois pour simplifier. Hein, c'est-à-dire que je pense que je suis plus avantagée par la vie que lui. C'est-à-dire que je suis d'une famille bourgeoise, que j'ai quelques biens, que j'ai une éducation qui n'est pas forcément celle de la sienne. Oui. Voilà, et je me dis, mais qu'est-ce que ça veut devenir? Est-ce que aujourd'hui, dans la vie que nous menons, est-ce que un homme qui est d'origine modeste, qui n'a pas forcément la culture aussi bien intellectuelle, financière, donc ça c'est un autre point, qui est d'une culture différente, d'une religion différente, est-ce qu'on peut s'entendre? Est-ce qu'on peut envisager quelque chose? Est-ce qu'on peut faire confiance? Oui, mais c'est quelqu'un qui a quand même grandi, il est arrivé tout petit en Autriche, il a grandi en Autriche, enfin... donc il a été élevé ici, enfin en Autriche. C'est pas comme si il débarquait. Puis même la Tunisie, c'est quand même pas, c'est pas un pays retiré. Enfin bon, c'est quand même pas non plus. Alors c'est vrai que vous êtes de milieux différents, mais encore une fois, je dis, vous étiez avec un homme qui était peut-être plus d'un milieu bourgeois comme vous, et qui pourtant s'est avéré, votre union a été une catastrophe. Donc alors vous pouvez vous donner du temps. De toute façon, pour le moment, c'est une relation amicale, si je comprends bien. Oui, amicale, mais plus que ça, c'est-à-dire... tendre, amoureuse. Bon. Voilà, c'est-à-dire que je sens chargée de complicité, je sens qu'il a besoin de moi, quand il vient me voir, il est content, il se repose, il est tranquille.
Mais peut-être que vous avez besoin, l'un et l'autre, que vous êtes à un moment de votre vie où vous avez besoin de continuer à vous reconstruire, lui qu'il est à un moment de sa vie où il a besoin pour d'autres raisons un peu de se poser, de stabilité, d'une relation comme ça, tendre, amoureuse. Vous ne savez pas de quoi sera fait l'avenir, mais après tout, moi ce que j'entends, c'est que vous vivez des moments qui vous font du bien à l'un et à l'autre. Est-ce qu'il ne faut pas prendre le moment présent? Carpe diem, hein? Carpe diem. C'est ce que dit Brigitte. Oui. Si c'était lui, si c'était pas lui, allez-y très en douceur, en préservant ce que vous êtes en train de construire. Ça veut dire que ce que vous faites par ailleurs pour vous, pour votre construction personnelle, c'est la priorité. Hein, c'est-à-dire que ne pas vous précipiter, vous engager tête baissée, parce que il y a 2 ans, vous étiez extrêmement mal. Donc vous êtes en train de sortir de ce gouffre. Bon, vous allez mieux, mais ça prend du temps de sortir de violences comme ça aussi fortes. Donc cet homme, il est dans votre vie, vous passez des moments qui vous font du bien. Pour autant, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas encore vous projeter, tout attendre de lui. Vous vous posez des questions, c'est normal. Vous serez d'autant plus forte que vous développez votre vie personnelle à côté. Et que vous n'attendez pas tout et tout d'un homme. C'est aussi ça finalement. Quand vous dites puis-je refaire confiance à un homme, c'est vous ferez d'autant plus confiance à un homme que vous allez réapprendre à vous faire confiance à vous aussi. Parce que plus vous allez réapprendre à vous faire confiance, moins vous vous sentirez totalement dépendante d'un homme. C'est-à-dire qu'après tout, ça peut arriver de se tromper dans une relation. Mais si on se trompe, si on fait un mauvais choix, on peut partir. Oui. Et vous ne resterez pas à ce moment-là dans une relation qui sera toxique pour vous. Ça dit, lorsqu'on a vécu 30 ans avec un homme... Oui, mais c'est ça. Et qui a été une emprise sur vous. Mais c'est le problème. Bah oui, voilà. C'est le problème et c'est peut-être un peu ce qui... Alors, je ne sais pas de quelle façon vous l'avez travaillé, en thérapie ou pas, parce que quand il y a eu... Oui, ben c'est ce qui a continué à travailler, parce qu'on ne sort pas d'une telle emprise, vous êtes en train de le faire, mais c'est important de continuer à réfléchir aussi sur ce lien pour justement ne pas replonger dans une relation de ce type. Je ne dis pas avec cet homme-là, mais dans une emprise autre. Hein. Et puis, d'autres messages qui arrivent pour conclure. Prune qui dit « Restez vigilante, ne brûlez pas les étapes, bonne chance à vous ». Il y a Poupi qui dit « Il y a aussi des hommes très blessés par leur ex-femme et qui mettent du temps à s'en remettre ». Coco qui dit « Témoignage de force intérieure et de courage. Bravo madame, que de générosité tournée vers autrui ». Il y a Lune de Miel qui dit « Vous avez fait un lapsus en disant « Je suis plus avantagée par la vie que par lui ». Je n'ai pas entendu, mais bon, Lune de Miel est très attentive. Hein. Lily qui dit « Vous avez été très courageuse, vous avez une grande force morale, bonne chance pour la nouvelle vie qui s'offre à vous ». Bonne chance à vous, Lydie. Au revoir. Merci. Au revoir. Caroline. Dites-moi. Oui. Caroline. Oui, Lydie. Oui, je voulais simplement vous dire que je vous écoute tous les soirs et vous apportez beaucoup à toutes ces personnes qui sont en désespoir ou qui ont des questions existentielles très difficiles. Et je suis ravie que vous m'ayez écouté. Je ne pensais pas qu'un jour ça pourrait marcher. Je me méfie toujours de ces émissions un peu télé-réalité. Ah, c'est pas de la télé, c'est de la radio déjà, et ça n'a rien à voir. Alors ça n'a rien à voir avec c'est pas de la radio-réalité puisque c'est une émission de radio où on appelle un numéro, on peut se confier. Il y a aucune mise en scène, contrairement à la télé-réalité. On est dans l'instant.
On parle de soi et on ne vous dit à aucun moment ce qu'il faut dire. Hein. Donc ça n'a vraiment rien à voir. On donne ici à entendre, on entend des personnes à un moment donné de leur vie. On ne donne certainement pas à voir, puisque déjà c'est de la radio. Donc on est très éloigné vous voyez, on n'est pas dans le voyeurisme ou dans l'exhibitionnisme. Hein. Merci beaucoup en tout cas, Lydie. Au revoir. Merci Caroline. Au revoir. On accueille maintenant Marie-Lou. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Marie-Lou. Bonsoir. Vous vouliez revenir sur le premier témoignage, le témoignage d'Anna qui nous parlait de sa relation avec un homme marié. Oui, en effet. Et elle avait rencontré un autre homme de façon un peu inattendue. Mais vous avez vécu la même situation qu'Anna, hein, une relation avec un homme marié. Oui, moi j'ai vécu la même situation, dans ce sens que j'ai vécu pratiquement 15 années de ma vie avec cette même personne. Alors bon, au début c'était très très bien, même à la fin dirais-je, parce que notre relation était faite de rupture en retrouvailles. Mais c'était formidable, c'était très 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 fort, c'était très bon. Mais je voulais dire avec Anna que bon, c'est très bien qu'elle ait rencontré quelqu'un d'autre, mais les relations avec un homme marié, c'est très très difficile. On est toujours l'éternelle seconde, c'est-à-dire que les jours de fête, on est seul, on attend toujours. Et puis bon, évidemment, un homme marié vous promettra toujours qu'il va laisser sa femme. Ça, c'est le leitmotiv, c'est connu d'avance, et on y croit. Bon, des fois, ça s'avère exact, mais des fois, comme cela a été mon cas, les années passent. On fait le vide sans s'en rendre compte. On fait le vide avec les amis. On fait le vide avec les relations possibles qui auraient pu croiser votre chemin. Et un jour, on se retrouve toute seule. Voyez-vous? Mais ce qui est très bien pour cette dame, c'est qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre. Mais je pense, enfin, en l'écoutant parler, je me suis un petit peu retrouvée parce que combien de fois, moi, ai-je tenté de refaire ma vie ailleurs. Et ce monsieur, dès que je semblais lui échapper, entre parenthèses, il revenait tout de suite vers moi. Et moi, j'y croyais encore. Et nous repartions encore pour une certaine période. Donc, et puis en plus, nous avons vécu un drame, c'est qu'il a perdu un de ses enfants. Et cela, au lieu de nous rapprocher, nous a énormément éloignés, parce qu'en quelque sorte, il me reprochait, mais il me disait, c'est un petit peu à cause de toi que je n'ai pas vu grandir mon enfant, voyez-vous. Et ça a été un drame épouvantable. Mais malgré tout ce que j'ai pu vivre avec lui de bien et de moins bien, comme dans tous les couples, c'était un souvenir qui reste indélébile en moi. Et ce n'est pas demain la veille que je l'oublierai, parce que c'est une certaine page de ma vie et on ne la tourne pas si facilement que cela. Alors j'ai peur pour Anna, enfin je ne sais pas vraiment, mais j'ai un petit peu peur en l'écoutant qu'elle se jette un petit peu dans cette autre relation, peut-être pour échapper. Je ne sais pas, c'est peut-être l'impression qu'elle me donne. Parce que moi aussi j'ai fait ça, voyez-vous. Vouloir à tout prix, pas à tout prix, mais me tourner vraiment résolument vers d'autres choix, vers d'autres, qui finalement me ramenaient à la case départ. Voilà. Mais on entend, c'est vrai, finalement ça pourrait être un peu comme... un pis-aller, non, parce qu'on sentait qu'il y avait, ça se faisait quand même progressivement. Cet homme lui avait tapé dans l'œil, hein, comme on dit un peu familièrement, et puis il y avait quelque chose qui se construisait. Mais après, aucune histoire ne ressemble à une autre. Mais on sent à quel point cette histoire a été forte pour vous, Marie-Lou, parce que quand vous dites cette épreuve que vous avez traversée, vous parlez de la mort de cet enfant, vous l'avez, ce qui était pas le vôtre, mais on sent que vous l'avez traversé avec cet homme. Oui, j'ai traversé aux côtés de cet homme-là, parce que figurez-vous que cet enfant, cet homme qui avait 20 ans, était mon meilleur ami. C'était mon meilleur ami et il me respectait, bien qu'il me parlait souvent de sa maman. Voyez-vous, c'était des rapports particuliers. Ah oui, il était au courant. Il était au courant, il approuvait son papa. Et en plus, comment vous dire, c'était un garçon plein d'énergie, plein de qualité. Quelle histoire, oui.
Oui, oui. Et comment dirais-je? Et quand cet homme, ce jeune homme a eu cet accident de voiture, eh bien son père s'est réfugié vers moi. C'est moi qui ai dû l'obliger, enfin qui lui ai dit il faut que tu rentres chez toi, il voulait que je l'accompagne, mais évidemment c'était pas ma place. C'était pas du tout ma place. Bien sûr, non, évidemment. Évidemment, voilà, vous ne pouviez pas être présente. C'est Non. dommage, on arrive en fin d'émission, Marie-Lou, mais j'aurais bien aimé en parler davantage avec vous. Merci beaucoup, en tout cas. Peut-être un autre soir, vous pourrez me rappeler. Merci d'avoir été avec nous. Bonne nuit à vous. Bonne nuit, Caroline. Et Belle nuit à vous. Faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h sur Europe 1.